Histoire de Chine est un podcast de la Société d'histoire des Français de Chine. Il est animé par Michel Chapdelaine. Bonne écoute. Soyez les bienvenus dans le podcast de la Société d'Histoire. Le thème d'aujourd'hui, l'Institut franco-chinois de Lyon. Pour nous parler de ce sujet, nous recevons Olivier Bialet. Bonjour Olivier. Bonjour. Bienvenue. Olivier, vous êtes diplômé d'une maîtrise de langue et de littérature chinoise de l'Institut national des langues et civilisations orientales. Vous avez résidé plus de 6 ans à Taïwan comme professeur de français, mais aussi comme assistant de recherche au département de littérature et de philosophie de l'Academia Sinica, département de littérature chinoise contemporaine. Vous avez aussi exercé comme enseignant en Corée du Sud. Aujourd'hui, vous êtes le responsable de la conservation du fonds chinois de la Bibliothèque municipale de Lyon, dont l'histoire est liée pour partie à l'Institut franco-chinois. À l'automne 1921 eut lieu la première rentrée de l'Institut franco-chinois de Lyon. Les étudiants ont été recrutés dans 3 villes de Chine, Pékin, Shanghai et surtout Canton. C'est ainsi que 127 étudiants s'embarquent pour Marseille et arrivent à Lyon le 25 septembre pour s'installer au fort Saint-Irénée, que les Lyonnais appelleront le fort des Chinois. Dans le même temps, on dénombre en France près de 2000 étudiants chinois venus étudier via le mouvement d'éducation Travail-Études. Ces étudiants se trouvent basés, pour la plus grande part, dans les écoles et les usines françaises de la banlieue parisienne, mais aussi dans les usines d'acier de la région lyonnaise et les usines d'armement d'Harfleur et du Creusot. Olivier, on connaît mieux l'histoire des étudiants ouvriers et le mouvement de travail-études, qui a vu le jour dans les premières années du XXe siècle. Ces étudiants venus étudier en France, dans les lycées de Montargis, Paris et Fontainebleau, à partir de 1910, avec des étudiants dont certains deviendront célèbres, comme Chu Enlai, Li Weihan et Deng Xiaoping. On connaît moins bien l'histoire de l'Institut franco-chinois de Lyon, cet établissement unique en son genre, hors de Chine. Honnêtement, je pense que parmi les Français, l'un et l'autre sont méconnus. En ce qui concerne les Chinois, en dehors des spécialistes, il me semble que la connaissance est aussi assez superficielle, comme je le constate souvent lorsque j'accueille des journalistes, par exemple. Pourquoi, Olivier, avoir créé une université franco-chinoise à Lyon, alors qu'il existait déjà en France le mouvement d'éducation travail-études? Quel était l'objectif pour ces organisateurs, ceux-là même qui furent à l'origine du mouvement travail-études? Alors, il faut souligner d'abord, comme vous le dites, que les principaux promoteurs de l'Institut franco-chinois de Lyon sont les mêmes que ceux du mouvement Travail-Études. C'est pas l'œuvre d'un groupe ou d'une faction concurrente. Il y a, je pense, d'abord eu le constat qu'étudier après une journée de travail n'était pas idéal, et il est même un peu surprenant que ça n'ait pas paru évident de prime abord. C'est peut-être parce que Li Shizhen et Wu Zhihui, qui avaient eu l'idée de ce mouvement, n'étaient pas du tout issus de milieux populaires, c'étaient, des gens fortunés, de familles de mandarins. Ensuite, la situation économique en France. La récession économique qui avait été aggravée par la grippe espagnole, entre autres, et la démobilisation des ouvriers français privent, en France, les jeunes Chinois de la partie, travail de ce programme travail-études. Ils en sont réduits à quémander des subsides aux autorités chinoises, soit pour se maintenir et étudier en France, soit pour être rapatriés en Chine. Or, ces autorités n'ont pas ou peu d'argent à leur consacrer. Et par exemple, on peut lire, à ce sujet les ouvrages de Nora Wang, par exemple. C'est pourquoi les promoteurs, de l'Institut franco-chinois ont eu l'idée de créer une sorte, d'école normale, destinée à des étudiants chinois capables de financer leurs études sans travailler ou qui auraient été, bénéficiaires de bourses avec un concours d'entrée à passer en Chine. Il y avait aussi des postes, comme on dit, de droit. C'est-à-dire qui sont réservés aux meilleurs étudiants de certaines filières, par exemple les majors de l'université franco-chinoise de Pékin ou des établissements de cette sorte. Et ensuite, on entend souvent dire que la partie chinoise souhaitait intégrer les étudiants ouvriers à l'institut, c'est-à-dire les étudiants qui étaient déjà en France, à cette époque, et que c'est la partie française qui a catégoriquement refusé.
Mais quand on regarde les archives que nous conservons, les choses paraissent beaucoup moins claires. Et si des promesses ont été faites par Wudjowé dans ce sens, on ne trouve pas vraiment de traces d'efforts concrets de sa part pour les mettre en œuvre. Heu, certains étudiants de l'Institut franco-chinois étaient dits payants, c'est-à-dire qu'ils étaient censés payer leurs frais de logement et d'études, eux-mêmes, et ils s'y engageaient au moment d'embarquer pour la France. Ils devaient avoir des garants qui étaient censés payer en cas de défaut. Et puis d'autres étaient boursiers, ce qui est le cas de la plupart des étudiants qui venaient de Canton, parce que le gouvernement cantonais, qui était lié à Sun Yat-sen, était très favorable à ces études et voulait aider les étudiants à étudier dans les meilleures conditions. Mais les bourses n'arrivaient pas toujours, et des étudiants qui s'étaient engagés à payer se trouvaient incapables ou prétendument incapables de payer. Ces différences de statut entre les étudiants, ont créé de nombreuses tensions entre les étudiants, et bientôt les payants refusèrent de payer. Si bien que par la suite, l'institut n'accepta plus que des étudiants boursiers. Et donc entre-temps, Maurice Courant, qui était le secrétaire, de l'institut, a essayé de trouver des solutions pour prendre sur certains fonds pour, payer en attendant, pour les étudiants payants. Donc c'est ces problèmes d'argent qui ont créé beaucoup de tensions au sein de l'institut. Il y a aussi le problème des appartenances, régionales et politiques, puisque à l'époque, la Chine n'était pas du tout linguistiquement, uniformisée comme c'est le cas aujourd'hui, et les étudiants cantonais parlaient parfois uniquement le cantonais, les shanghaïens uniquement le shanghaïen. Et donc, il y avait comme ça des différences assez importantes entre les étudiants, avec des rivalités entre régions. Et puis, évidemment, les rivalités aussi entre ceux qui étaient plus proches du Kuomintang et ceux qui étaient plus proches du Parti communiste. Voilà, donc tous ces éléments créaient des tensions entre les étudiants et des problèmes. Alors, néanmoins, j'ai une question. Oui. Quelles seront les réactions et les conséquences sur le mouvement travail-études suite à la création de l'Institut franco-chinois? Alors, le mouvement travail-études, il y a eu la tentative justement de régler leurs problèmes en rentrant à l'institut. Donc là, il y a une histoire assez trouble, hein, parce qu'il y a pas de documents écrits là-dessus, c'est uniquement des témoignages, et puis ensuite on peut inférer des choses. Donc a priori, ça arrangeait assez l'ambassadeur de Chine en France que les étudiants aillent, se plaindre, du côté français, parce que lui, ça évitait de payer le rapatriement de ses compatriotes en Chine. Et donc il les a apparemment, d'après des témoignages, d'étudiants, il les a encouragés à aller se plaindre à Lyon pour, obtenir une place à l'institut, tout en sachant que c'était pas possible, hein, étant donné que déjà ils ont eu beaucoup de mal à financer les 127 premiers étudiants. Les Financer l'institut pour 2000 personnes, c'était totalement, irréaliste. Et donc, parmi la centaine d'étudiants qui sont venus manifester et qui ont été assez radicaux en se maintenant de force, dans l'institut, heu, ça la conséquence, ça a été qu'ils ont été emmenés par la police au Fort Montluc, et au bout de quelques jours, d'un commun accord, la partie chinoise et la partie française a décidé de les expulser, et donc ils ont été ramenés à Marseille, où là, ils ont embarqué pour la Chine directement. Donc, on peut dire que l'Institut franco-chinois et la marche sur Lyon, comme c'est appelé ensuite cette manifestation des étudiants ouvriers, c'est un peu le dernier clou dans le cercueil du mouvement travail-études, qui était déjà de fait, par la situation économique, quasiment moribond. Mmh. Mmh. Revenons à l'Institut franco-chinois, donc de Lyon. Oui, Est-ce que vous pouvez nous parler de son organisation? Quelles disciplines y étaient enseignées? oui, Quel était leur quotidien, en fait, de oui. ces 127 étudiants au départ? Alors déjà, la première chose, c'est que l'Institut franco-chinois, c'est le nom de l'école,
dur, mais légalement, c'était l'association universitaire franco-chinoise, c'est-à-dire c'était une association de loi 1901 où tous les postes étaient à parité entre chinois et français, excepté le directeur qui était forcément chinois et le président qui, lui, était français parce qu'il devait pouvoir rester en justice et représenter l'association d'un point de vue légal. Donc, c'est après consultation des juristes de l'université de Lyon que l'association a été retenue comme principe d'organisation, parce que c'était celui qui était le plus souple afin de pouvoir recevoir des dons de toute nature. Euh, donc l'association dépendait en partie de l'université de Lyon, qui avait un droit de regard sur les études, sur les diplômes. Ils vérifiaient les doctorats, enfin les sujets, il y avait une surveillance assez proche des études par l'université de Lyon et leurs professeurs et ses professeurs. Donc l'école, on entend souvent dire que c'était une université chinoise, mais en fait c'était un espèce d'entité assez spéciale, hein, qui était ni une université ni une cité universitaire. C'était un peu un entre-deux. C'est-à-dire que les étudiants étaient logés au Fort Saint-Irénée, qui était le lieu de l'Institut franco-chinois, et ils avaient sur place uniquement des cours de mise à niveau. Donc les premières années, c'était mise à niveau en français, puisque en principe, ils auraient dû parler français à l'arrivée en France, et en pratique, ça a été le cas pour presque aucun d'entre eux. Donc Maurice Courant a été obligé d'organiser en catastrophe des cours de français qui ont duré au moins toute la première année. Et ensuite, suivant le niveau des élèves, ça a duré plus ou moins longtemps. Il y avait aussi des remises à niveau en mathématiques, en géographie. Enfin, ça dépendait un petit peu des besoins. Donc là, chaque année, les cours étaient organisés suivant la demande des étudiants afin de leur permettre d'entrer dans de bonnes conditions à l'université de Lyon ou alors dans les écoles spécialisées comme les beaux-arts, le conservatoire, ou certains ont fait des écoles d'ingénieurs. En ce qui concerne les domaines d'études, il y a eu vraiment un peu de tout, avec en gros une moitié de scientifiques et une moitié dans les lettres, les arts, avec un gros contingent de médecins et de juristes, puisque c'était deux facultés particulièrement réputées à Lyon. Mais il y a aussi des artistes, des peintres, des musiciens, des traducteurs, des profs de lettres. Enfin, il y a eu un peu de tout, hein, vraiment. Tous les domaines sont... Je crois qu'il manque aucun domaine, hein. Voilà. Donc on a, vous le disiez, je crois tout à l'heure, 437 étudiants qui furent formés à Lyon, en fait, entre 21 et 1946. Alors, c'est 473. 473, voilà. C'est pouvez-vous pouvez-vous nous parler de quelques étudiants dont la réussite, dans l'institut les conduisit à mener une brillante carrière de Chine? Et comme vous m'avez troublée, j'ai oublié de dire qu'il y avait aussi 51 femmes. Oui, il y a un nombre très important enfin, très important pour l'époque. Il y a à peu près 10%, un peu plus de 10% des étudiants qui étaient des femmes. Et ça s'est maintenu sur toute la durée à peu près. Il y a eu des gens célèbres et des gens pas célèbres mais importants. Donc par exemple, dans les célébrités, on peut citer Tai Wangshu, qui lui est un peu un cas particulier parce que quand il est arrivé à l'Institut, il était déjà en France, lui. Et en plus, il était déjà un poète célèbre en Chine. Donc il avait un statut un petit peu particulier. Il a été admis à l'Institut sur mention spéciale, c'est-à-dire qu'en fait, on l'a admis parce qu'il était très brillant. Mais une fois à l'Institut, il a fait un petit peu de tourisme. Il est parti, par exemple, en Espagne sans demander l'autorisation, ce qui lui a valu des problèmes, des dénonciations de camarades bien intentionnés aussi.
et ce qui permet dans son dossier d'étudiant de voir que son niveau de français écrit était vraiment très, très bon parce qu'il y a des lettres où il s'explique sur ce voyage en Espagne qui sont dans un français absolument impeccable. Voilà, donc Tai Wangshu, c'est un petit peu un cas particulier. Il y a aussi euh, la peintre Panulian, qui maintenant est assez connue, est arrivée en... Elle faisait partie des premiers étudiants de l'Institut, elle est arrivée en 1921, et elle est restée d'abord à Lyon aux Beaux-Arts, ensuite elle est partie aux Beaux-Arts de Paris, tout en étant toujours liée à l'Institut. Et en 1926, si je me rappelle bien, elle est partie en Italie pour faire des études. Et ensuite, elle est rentrée en Chine, où elle est devenue professeure dans la région de Shanghai. Et puis, après quelques années où elle a été relativement maltraitée par ses collègues qui lui reprochaient son passé de prostituée, euh, elle a décidé de rentrer en France et elle y a vécu jusqu'à sa mort à Paris. Voilà, donc ensuite, il y a des scientifiques, vous avez des gens comme Chang Maolan, qui était un astronome qui a commencé ses études en 1932 à l'IFCL, qui a étudié à l'Observatoire de Lyon, et qui ensuite, après ses diplômes, a commencé à- à travailler en France. Il est entré au CNRS. Et en 1947, il a décidé de rentrer en Chine pour construire la nouvelle Chine. Et il est devenu le directeur de l'observatoire de Pékin. Il est responsable de la construction de plusieurs observatoires. Enfin, c'est quelqu'un d'important. Il y a un de ses camarades, Liu Supin, qui lui est un des étudiants qui a obtenu 2 doctorats. Un premier doctorat d'université en mathématiques. Et ensuite, il a passé un doctorat d'État en astronomie à Lyon. Et, j'ai pas trouvé de, de renseignements sur sa carrière en Chine. Après, je ne sais pas ce qu'il a fait. Vous avez des gens comme Zhang Xi, qui a été un peu le père de l'océanographie en Chine. Vous avez des gens comme Zheng Tajiang, qui était étudiant avec Marie Curie et qui a créé l'Institut du radium à Pékin. Ye Yunli, qui était l'étudiant de Jean Perrin, prix Nobel de physique en 1926, et qui lui aussi a travaillé dans le domaine de la physique en Chine. Et puis, il y a des gens comme Hu Pingli, par exemple, qui était un architecte extrêmement doué, élève de Tony Garnier. Il avait dessiné les plans de la nouvelle capitale qui aurait dû être construite à Nankin, et par la force des choses, ce projet n'a jamais été réalisé, mais on a les plans et des dessins, des élévations, des choses comme ça. Et malheureusement, Hu Pingli est mort très jeune, donc il n'a pas fait carrière. Mais c'était le premier Chinois à obtenir le diplôme d'architecte DPLG en France. Donc il a eu la médaille du jury. Et c'était quelqu'un d'extrêmement brillant. Ou on a encore des gens comme John Lianfen, qui ensuite est devenu ministre de la Justice de la République de Chine à Taïwan, de 1960 à 1967. Alors, Olivier, merci d'avoir accepté de nous parler de l'histoire de l'Institut franco-chinois, une institution qui a quand même contribué à renforcer les liens qui étaient déjà existants entre Lyon et la Chine. Je pense notamment au commerce de la soie Oui, hier et le développement des relations économiques qui viendront. Néanmoins, pour conclure et puis pour vous présenter le prochain podcast, euh, ces étudiants avaient accès à une bibliothèque au sein de l'Institut franco-chinois de Lyon, oui. des livres, des revues, des documents qui étaient envoyés par la Chine, en langue chinoise forcément, mais pas que. Et donc, c'est pour cela que nous nous retrouverons un peu plus tard. En fait, vous évoquerez pour nous ces fonds qui ont ensuite été enrichis par des dons de sinologues. Ils occupent l'un des 17 étages des silos de conservation de la bibliothèque de Lyon, ce qui veut dire que c'est énorme.
Voilà. Donc rendez-vous Olivier un petit peu plus tard pour un prochain podcast. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec le podcast Histoire de Chine. N'hésitez pas à nous soutenir d'un like sur votre plateforme de podcast de prédilection. Retrouvez la Société d'Histoire sur son site internet histoire-chine.fr. À bientôt sur Histoire de Chine.